Notre second thème tout de suite, vous savez, on le choisit volontairement, décalé de l'actualité du jour. Alors il va tourner autour d'un chiffre ce soir, 7 380 000 spectateurs dans les salles de cinéma au mois de septembre. C'est le plus bas niveau de fréquentation enregistré depuis 1980. Le cinéma français est-il en danger? Comment lui redonner toute sa vitalité? Ce qui fait notre plaisir de spectateur et la fierté de ceux qui le fabriquent. On commence, avant d'en débattre, par le constat détaillé par Pierre-Henri Holderbaum. Certains prennent le temps de s'arrêter, d'autres passent devant sans même un regard. Un constat observé par le Centre national du cinéma, qui enregistre en septembre une baisse de plus de 30% par rapport à septembre 2019. Devant les salles, la première raison, c'est le prix. Il y a des bons plans pour les étudiants, mais ça reste encore peu accessible, je trouve. Oui, quand on n'a pas de réduction, je trouve que c'est hyper cher. Par exemple, l'autre jour, j'ai voulu y aller et j'étais avec un copain et je me dis, vas-y, je te prends ta place et on y va. Et là, je vois le panier, je l'ai pris sur Internet, ça a 30 €, tu vois, déjà pour 2 places. T'as un petit peu mal. Dans ce cinéma parisien, le Brady, la baisse de fréquentation est moins importante, mais elle est tout de même observée. Les chiffres sont un petit peu traumatisants et nous, ils ont commencé à baisser dès le mois de juillet. Et donc, comme on peut le remarquer sur ce graphique, on est en perte d'entrée. On était à moins 23,75% sur le mois de septembre. Si certaines places atteignent les 14 €, ici, elle est de 9 €. Le prix n'est donc pas la seule raison pour cet exploitant. La fin de Covid, c'est-à-dire qu'il y a un moment où quand les gens, pendant plusieurs mois, ont pris de mauvaises habitudes et plutôt orientés sur une pratique casanière de la proposition cinématographique, faut leur redonner le goût de venir au cinéma. Des multiples facteurs sont pointés du doigt, les plateformes de streaming ou encore le cinéma d'auteur qui ne correspondrait pas aux attentes du spectateur. Quand vous y allez ponctuellement, ça a toujours été le cas, vous voulez plutôt du grand spectacle, vous voulez quand même plutôt quelque chose qui vous ébouriffe. Effectivement, est-ce que le cinéma français, un cinéma plutôt d'auteur, peut attirer un grand public avec des places à 12 €? Et encore une fois, je pense qu'il y a très peu de places qui atteignent cette fourchette haute. Rien qu'en ce moment, on est contredit par cette idée. C'est-à-dire qu'il y a un film qui semble être fait pour le grand public et celui-ci n'y va pas. Et puis il y a un film dont on se dit qu'il va réunir peu de gens et qui finalement arrive quand même à exister, à se frayer un chemin. Alors les chemins aujourd'hui sont à 200, 300 000, ce sont des succès maintenant entrés, là où autrefois c'était 1 million. Pour faire revenir le public, des enseignes proposent de nouvelles expériences en utilisant des technologies comme la 4DX, des écrans panoramiques à 270 degrés ou des sièges qui bougent pendant des scènes. Il y a aussi beaucoup de cinémas qui ne vont pas aller dans cette direction et l'idée n'est pas d'être dans la surenchère permanente, c'est aussi dans l'offre des films qui vont être proposés et dans la communication qu'on va faire autour. Ce qui est important, c'est de rappeler aux spectateurs la plus-value de voir un film en salle en termes d'expérience. On pourrait réfléchir de façon plus globale à la place de cinéma, par exemple, en réfléchissant à ce qu'on a fait pour le livre. On a mis en place il y a quelques années un principe de prix unique pour le livre. Ça pourrait être intéressant de réfléchir à ça pour le cinéma. Les cinémas français ont également été fragilisés cette année par le peu de sorties de blockbusters américains en raison des arrêts de tournage pendant la période de Covid. Voilà, le prix des places, la concurrence des plateformes, l'offre de films, évidemment, tous ces thèmes, on va les détailler tout de suite avec mes invités. Fanny Herrero, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes scénariste, vous avez notamment participé à la création de la série 10%, je ne cite que celle-là, mais il y en a beaucoup d'autres. Guillemette Odissino, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef de la rubrique cinéma à Télérama. Philippe Carcassonne, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi, vous êtes producteur. Là aussi, je ne vais pas pouvoir citer tous les films. Il y a The Father de Florian Zeller, Police de Maïwenn ou alors le Maigret de Patrice Lecomte, le très réussi Maigret de Patrice Lecomte. Police Anne Fontaine, Police de Maïwenn a été produit par Alain Attal. Voilà, c'est mon erreur. Ça m'arrive une fois de temps en temps, le bug de démarrage. Désolé pour cette erreur. Et Laetitia Crupin, surtout qu'Anne Fontaine, c'était un gros bug de ma part. Laetitia Crupin est toujours à mes côtés. Bref, mea culpa. 7,04 €, c'est le prix moyen d'une place de cinéma en 2021, plus 6,2% par rapport à 2020. Fanny Herrero, quand on peut voir potentiellement des centaines de films en payant 9 € l'abonnement à Netflix, est-ce que c'est l'une des explications, peut-être la première explication, selon vous?
Non, je pense pas. Oui. Parce que il y a 4 ou 5 ans, on n'était pas forcément au même moment de la crise et pourtant les gens allaient au cinéma davantage. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans les 3-4 dernières années? C'est pas que ça. Peut-être que ça joue un peu, mais c'est pas que le prix, je pense. C'est toutes sortes d'habitudes. C'est le Covid qui est passé par là. C'est nos vies qui changent en fait. C'est effectivement la profusion des images dans nos vies. C'est pas qu'une histoire de prix, je crois. Philippe Carcassonne, c'est vrai que c'est réducteur de ramener ça au prix, mais on est dans un contexte de rentrée sociale difficile, de pouvoir d'achat. Il y a beaucoup de Français qui sont à l'euro près. Aujourd'hui, donc on sait que ces dépenses-là, les dépenses de loisirs, sont souvent les premières impactées. Donc ça, c'est peut-être une explication conjoncturelle. Il y en a des beaucoup plus structurelles pour vous? Je pense que le prix joue quand même beaucoup. Le CNC a publié en mai 2022 une étude qui listait les raisons de la désaffection du public et le prix arrivait assez haut dans la hiérarchie des raisons. Je m'empresse de dire que la même étude ne faisait apparaître qu'en 5e position le présumé manque d'attractivité des films. Donc on peut certainement s'interroger sur l'attractivité de nos films. On le fait par définition dans nos métiers, vous, moi, tout le monde. Mais il y a au moins 4 raisons avant sur lesquelles se pencher. Guillemette Odissino, je disais 7 €, 7,04 €. On l'a vu dans le reportage, ça peut monter beaucoup plus haut, déjà dans les grandes villes, notamment à Paris, en fonction de, enfin voilà, s'il y a de la 3D, s'il y a des sièges effectivement 4DX, enfin etc., etc. Je vais pas faire toute la liste des propositions, ça peut flirter avec les 14, les 15 €. Dans le reportage, il y avait une évocation d'un prix unique. Est-ce que ça pourrait être plus simple finalement pour nous spectateurs? Est-ce que vous y croyez à ça? Je ne sais pas vraiment si j'y crois. Je crois aux cartes d'abonnement. Ça, j'ai la mienne. Ça marche très bien. Non, mais parce que ce qui s'est passé particulièrement pendant la pandémie, c'est que les gens ont rendu leurs cartes. Les gens ont rendu leur abonnement. Ouais. Il y a eu je ne sais plus quelle est évidemment la statistique, je l'ai oubliée, mais il y a eu vraiment un pourcentage important d'abonnés qui étaient abonnés dans différents ou multiplex, ou cinéma de quartier, dans l'association, l'AFCAE, les cinémas labellisés indépendants d'art et essai. Ils ont rendu leur carte parce qu'évidemment, ils n'allaient plus au cinéma, mais ils n'ont pas repris leur abonnement. Donc en fait, moi je pense d'abord, le premier appel à faire, parce que ça c'est financier, c'est mais reprenez vos cartes d'abonnement. Donc il y a un déficit de communication. Mais oui, je pense que vraiment, ne serait-ce que ça, refaire de la pub pour qu'ils reprennent leurs cartes d'abonnement, puisqu'on n'arrête pas d'opposer cinéma en salle et les abonnements là-bas, sur les plateformes, abonnez-vous au cinéma, réabonnez-vous. Oui. C'est 29 € par mois, et donc en 3 films, on l'a rentabilisé, quoi. Absolument. Et pour ce qui est du prix des places, je pense que ça dépend, parce que même des gens qui vont trouver cher le cinéma vont quand même soudainement aller mettre... Et là, c'est même pas 9 €, mais 18 € dans un énorme blockbuster où il faut aussi payer les lunettes en 3D, le fauteuil qui bascule et tout le truc qui va avec. Donc, c'est une question de désir. C'est une question de relancer le désir. Voilà, pas forcément que de porte-monnaie. Alors, Philippe Carcassonne, vous avez appelé, comme beaucoup d'autres professionnels, à l'organisation d'états généraux du cinéma français. Vous en espérez quoi? Une sorte de remise à plat, de réflexion commune? Pardon, j'essaie d'être court, mais il faut un petit peu... Prenez un peu de temps dans cette émission, on a le temps. C'est l'un de nos luxes. Nous avons une tutelle dédiée qui s'appelle le Centre national du cinéma et de l'image animée. Le CNC. Et nous avons des organisations professionnelles pour chaque secteur qui sont très actives. Je crois qu'on a vu Rosalie Brun de la SRF pour le réalisateur, en complément de l'ARP. Il y a 3 syndicats de producteurs, il y en a 3 distributeurs, etc., etc. Ces organisations travaillent quotidiennement avec le CNC et nous défendent secteur par secteur et essayent de se battre pour maintenir les acquis, comme on dit dans le vocabulaire des luttes sociales, même si c'est un peu déplacé ici. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas effectivement fait une mise à plat et qu'on ne s'est pas interrogé sur les fondements de la politique culturelle. On a
très longtemps vécu avec l'idée que l'exception culturelle à la française, c'est-à-dire un encadrement au sens presque physique du terme du secteur, nous permettrait de traverser des crises. Il se trouve que celle-ci, qui est une double crise, c'est-à-dire à la fois un avènement beaucoup plus rapide que prévu des plateformes et la crise sanitaire qui a accéléré le premier volet, nous a complètement pris au dépourvu au sens où nous n'avons absolument pas eu le temps de nous organiser comme on l'a été à l'arrivée des télépayantes, à l'arrivée de la cassette, du DVD, tout ce que vous voudrez. Enfin, les mutations. Il y a eu d'autres crises et vous aviez, entre guillemets, su les anticiper. On avait les éléments pour l'anticiper et les pouvoirs publics nous ont gentiment accompagnés, pris par la main et adapté la réglementation à cette mutation. Là, il y a un certain nombre de facteurs qui font que la crise s'est... Enfin, la mutation, parlons même pas de crise, mais la mutation que tout le monde voit comme inévitable, elle arrive beaucoup plus vite que prévu dans un contexte de crise globale sur laquelle vous êtes mieux renseigné que moi, mais enfin, pas besoin d'être un génie pour voir que c'est un peu compliqué sur d'autres fronts. Et à l'époque, les gouvernements, de droite comme de gauche d'ailleurs, avaient quand même été très déterminés, très volontaristes dans leur politique de protection de l'exception culturelle. Il y a quelques éléments, même si je m'empresse de le dire, je ne mets pas en cause la tutelle du CNC. Je pense que le CNC a plein de bonnes intentions et plein de bonnes volontés, en tout cas je veux le croire, mais le CNC ne fait pas la pluie et le beau temps en matière de politique culturelle appliquée au cinéma. Donc il nous tout ce long développement pour vous dire qu'effectivement aujourd'hui, le contexte nous a paru mûr à beaucoup d'entre nous, y compris ceux qui sont représentés, c'est mon cas, par des syndicats, de dire il nous faut une concertation transversale, non plus avec le CNC, mais plutôt avec l'État. Ça implique le ministère de la Culture, le ministère des Finances qui pèse très lourdement sur notre secteur, Premier ministre, l'Élysée, enfin qui voudront, pour en parler paisiblement. Alors justement, Laetitia, vous êtes allée à la recherche de la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, plutôt discrète, on va dire, depuis sa nomination. Oui, l'ex-conseillère culture d'Emmanuel Macron à l'Élysée est carrément en dessous de tous les radars médiatiques et donc forcément inaudible. Alors j'ai tenté de recenser ses interviews depuis la rentrée dans l'audiovisuel, je précise, parce que c'est quand même la rampe de lancement la plus favorable quand on cherche de la notoriété. J'en ai trouvé quelques-unes, dont une sur France Culture, où elle a été interrogée justement sur la politique culturelle qu'elle était censée mettre en œuvre. Écoutez la réponse de la ministre. Pour moi, c'est une vision qui est à la fois ancrée dans l'histoire et tournée vers l'avenir. C'est une vision qui fait dialoguer le patrimoine et la création et qui pense la souveraineté culturelle de la France. Je m'explique. Pour Emmanuel Macron, et je partage complètement cette vision, la voix de la France dans ce monde numérique qui s'accélère de plus en plus et qui se bouleverse incessamment, comment la porter, comment la faire vivre, comment la faire exister ? Bon, je ne sais pas vous, mais pour moi, ça reste quand même un peu flou. Langage plutôt d'énarque, on va dire. Alors, j'ai continué mon enquête, pas bien loin, je vais être honnête, sur Twitter. J'ai vu qu'elle avait participé, je ne sais pas si vous y étiez, le mois dernier à Deauville, à une journée de débat justement sur les enjeux du cinéma avec les exploitants. Mais on n'en a pas beaucoup entendu parler. Quelles sont, par exemple, les conclusions de cette journée de réflexion ? Elle a aussi manifesté son soutien avec un petit peu une méthode couée, on va dire, en retweetant un tweet d'un journaliste de cinéma, d'un écrivain. Le cinéma français va très bien, c'est un peu le message qu'elle voulait faire passer avec plusieurs affiches de films à voir. Et puis, outre son hommage à Jean-Louis Godard, ça s'arrête là, Thomas. Mais en même temps, il y a une actualité, on l'a évoqué, sociale, internationale, qui est tellement dense que la culture passe un peu après. Évidemment, les médias ne se bousculent pas pour inviter Rima Abdul-Malak, comme ils ne se sont pas bousculés pendant l'élection présidentielle pour mettre la culture dans les débats. Presque aucune question n'a été posée sur la culture aux candidats à la présidentielle. Et bien sûr, en toile de fond, il y a quand même, en cette rentrée, précisément, et en contraste et en miroir de la crise que vit
vivent tous les Français, la crise du pouvoir d'achat, l'aide massive qu'a apporté l'État au secteur pendant la période du Covid, et puis aussi l'acquis du précédent quinquennat d'Emmanuel Macron, les 300 000 millions qui sont promis au financement du cinéma français, qui proviendront des plateformes. Donc ça peut expliquer d'une certaine manière que le cinéma ne soit pas au cœur, et vous le déplorez, je le comprends, du débat politique actuel. Alors on y reviendra évidemment sur le rôle des plateformes, la concurrence des plateformes. J'entendais il y a quelques jours sur France Inter la réalisatrice Nicole Garcia qui disait que le cinéma français n'était pas assez protégé par le CNC et par le ministère de la Culture. Comment ça vous fait réagir, ça? Est-ce qu'elle n'a pas la mémoire un peu courte? Vous avez cité l'apport des plateformes, il y a eu aussi les aides de l'État pendant le Covid, 343 millions d'euros pour compenser la fermeture des salles, 50 millions d'euros pour un fonds destiné au tournage. Où serait le cinéma français s'il n'y avait pas eu l'État depuis 2 ans? On peut aussi dire ça, vous voyez? J'ai l'impression que la crise Covid, c'est un temps particulier en fait, c'est un temps de crise, donc par définition ça nécessite des mesures un peu exceptionnelles. Ouais. Mais là, ce dont on parle, je crois, là aujourd'hui, c'est en dehors de ça, c'est-à-dire c'est beaucoup plus structurel, c'est des problèmes de fond. Je pense que c'est ça dont il s'agit en fait, donc on peut peut-être mettre ces aides-là, évidemment elles ont été hyper importantes, mais par ailleurs il y avait tout un discours qui disait que la culture n'était pas essentielle et les salles étaient fermées, sans qu'on réfléchisse beaucoup là-dessus, donc il me semble que là, aujourd'hui, ce qui est important, c'est de plutôt s'interroger sur quelle est la politique de ce gouvernement en matière de culture. Enfin, comment il se situe par rapport à un marché qui est intense, qui est violent, qui est dur. L'arrivée des plateformes en France, j'en sais quelque chose. Moi, j'ai travaillé pour Netflix. Oui, parce que vous travaillez pour Netflix. Donc, en fait, ça amène aussi un monde où peut-être les rapports de force bougent, où la concentration en faveur de très gros groupes est en train de se profiler. Du coup, qu'est-ce que ça entraîne en fait comme conséquence pour les créateurs, pour la variété en fait des œuvres qui sont produites? J'ai l'impression que c'est ça qui est en question aujourd'hui. C'est comment le gouvernement prend une place par rapport au marché en fait. Parce que ça sert à ça la politique. Le marché, il va très bien tout seul, mais est-ce que la politique, elle peut faire contrepoids par endroits pour essayer de faire en sorte qu'on ait une culture qui soit variée, vivante, vigoureuse? C'est un peu la réponse que vous avez l'impression d'avoir reçue ou pas reçue d'ailleurs de la part du gouvernement ou des pouvoirs publics. Le marché, laissons le marché se débrouiller. Après, moi j'ai la conviction que la culture c'est pas une marchandise comme une autre. Il me semble parfois que ce gouvernement considère que beaucoup de choses sont des marchandises alors qu'elles ne devraient pas l'être. Et la culture, la santé, l'éducation, la justice, c'est des endroits où on doit avoir, je crois, un regard particulier sur les choses. Et oui, effectivement, il faut venir peut-être contre le marché. Alors, Rima Abdul-Malak a quand même communiqué sur la hausse justement du budget de la culture, 7%. Donc, il y a quand même un effort qui est fait. Et dans sa réponse, c'est vrai qu'elle était un peu floue parce que c'est des termes technocratiques. On comprend qu'il y a une volonté politique pour privilégier la souveraineté du cinéma français. Donc ça, il y a quand même une volonté. Après, quel cinéma? On va y venir. Mais je voudrais, avant d'ouvrir ce chapitre-là, savoir s'il y a eu tout simplement une réponse à l'appel à des états généraux du cinéma français de la part du gouvernement. Oh là, vu vos yeux, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Pour le moment, non. Il n'y a pas de nouvelles. Mais juste pour rebondir, parce que je pensais à l'intervention de Nicole Garcia à la radio aussi. Mais en fait, il y a aussi quelqu'un qui devrait être au centre de toutes ces conversations, c'est le public, en fait. Parce que vous les avez interrogés au début du reportage, et tant mieux. Je pense que le public, les spectateurs, ils sont aussi acteurs de ce sujet-là. Et eux-mêmes, peut-être, mettraient aussi de temps en temps l'église au centre du village, à la place de certaines personnes qui parlent pour leur propre chapelle. Les gens qui disent qu'il n'y a plus que le cinéma populaire, blockbuster qui marche. Tous les 300 000 personnes qui sont allées voir le film de Rebecca Zlotowski pourraient leur dire pas forcément. Mais et l'inverse aussi. Mais donc je pense qu'il faut aussi discuter avec les gens qui continuent à aller au cinéma et ceux qui aimeraient y retourner, que tout ça c'est aussi un grand débat et que ça ferait aussi peut-être un petit peu d'ordre dans ce que le gouvernement confond, c'est-à-dire la marchandise culturelle et la politique culturelle. Et c'est pas la même chose. Évidemment. Mais en préparant l'émission, j'ai trouvé ces chiffres qui sont quand même assez vertigineux sur les succès du cinéma français. Entre 2015 et 2019, il y avait plus de 50 films par an qui dépassaient les 500 000 entrées.
Et ces 2 dernières années, c'est moins de 20 films par an qui ont atteint ce seuil. Est-ce que vous en êtes, Philippe Carcassonne, à vous dire que nos habitudes, vous l'avez évoqué tout à l'heure, je discutais de ça aussi avec des directeurs de théâtre, par exemple, qui sont confrontés pour beaucoup d'entre eux à la même difficulté. Est-ce que nos habitudes de passionnés ou de consommateurs de culture ont profondément, radicalement changé? Je pense que c'est un peu tôt pour le dire. Ouais. Et ce problème de calendrier, il est au centre du débat. Il y a des mutations. Il y a effectivement des statistiques inquiétantes. Pour répondre à la question que vous souleviez tout à l'heure, je ne crois pas qu'il y ait de chiffre officiel, mais le chiffre qui circule en sous-main sur le non-réabonnement aux cartes illimitées serait de l'ordre de 30%, ce qui correspond à peu de choses près à la chute de la fréquentation. Donc tout ça est hypothétique, comme on dit exactement. Sauf que la vraie remise en route des salles, si vous interrogez les exploitants, elle date de mars. La vraie remise en route de l'offre cinéma, on ne peut pas encore la constater, notamment sur les films hollywoodiens, à cause des arrêts de tournage. On se plaint de nos chiffres à nous, mais enfin le film Marvel qui est sorti aujourd'hui, c'est le 2e plus mauvais démarrage de l'histoire de ce studio. Sur les Avengers, les Batman, etc. Ça, vous parlez de chiffres mondiaux? Non, je parle de chiffres en France. De chiffres français, d'accord. Mais vous avez raison de m'interroger là-dessus, parce que les chiffres mondiaux sont pires. La France... Pardon? C'est quoi ce film? Bon, c'est un film. C'est Black Adam, oui. D'accord. Et c'est c'est pas un mauvais démarrage en soi. Ça fait 93 000 entrées en France hier. Mais, hier. Mais c'est un mauvais démarrage par rapport aux habitudes de ce type de film. Et effectivement, là où on pleure, nos voisins, eux, sont carrément au bord du suicide parce que nos mauvais chiffres sont beaucoup moins mauvais que les leurs. Et de ce point de vue-là, si on veut donner raison à la ministre de la Culture, en dehors de son bel effort pour le budget, on peut se glisser dans cet angle-là. Maintenant, ce qu'on dit, nous, surtout, c'est que c'est très court. C'est-à-dire, mars, octobre, on est encore dans la même année. L'offre de cinéma, elle n'est pas encore vraiment restructurée. Il y a un certain nombre de gens qui ont été complètement chamboulés dans leur processus de création, parfois même physiquement. Enfin, le Covid, c'est pas non plus juste des statistiques dans un journal. Il y a des gens, j'en connais pas mal, dont nos métiers de fêtards et d'imprudents qui ont payé un certain prix. Oui, et qui n'arrivent pas à retravailler ou à créer comme ils créaient auparavant. Qui reprennent des habitudes qu'ils ont effectivement perdues. Il n'y a pas que les spectateurs de cinéma qui ont perdu des habitudes. Tout le monde a perdu ses habitudes. Et on s'est aperçu pendant ce temps de confinement, effectivement, que les plateformes nous permettaient quand même de rester connectés, de nous donner quelque chose à faire dans la journée. Moi, je vous avoue que j'ai plus regardé Netflix ou Prime Video dans les 3 premiers mois du confinement que dans les 3 ans précédents. Mais ce qu'on dit, c'est que c'est peut-être un peu tôt pour décider que, comme vous posez cette question-là, c'est peut-être un peu vite pour dire, nos habitudes ont changé fondamentalement, notre rapport à la culture et au cinéma, il sera plus jamais le même, et ce qu'on dit, c'est qu'il faut peut-être être un peu accompagné, plus sur le plan réglementaire que sur le plan financier, le temps de voir comment on sort vraiment de cette période. Ça veut dire quoi, le plan réglementaire? C'est un plan de relance, c'est ça que vous espérez? Écoutez, moi je peux pas, alors là pour le coup je peux pas parler au nom d'un collectif qui a des aspirations qui sont pas toutes homogènes. Là où on est tous d'accord, c'est dire il y a des questions qui se posent et il y a comme vous le disiez tout à l'heure, une remise à plat. Quand on en viendra aux mesures, c'est un peu trop tôt pour en parler. C'est trop tôt pour en parler. Si on parle d'un plan de relance... On peut quand même dire On peut quand même dire que, par exemple, les exploitants, qui sont quand même en première ligne aussi, et est-ce que vous parliez des pays où ça se passe pas bien? En Italie, il y a pratiquement plus de cinéma. Donc comme ça, c'est moins 70%. Clair, Voilà, bon. Donc les exploitants, pour que les salles restent ouvertes, il y a un geste politique qui serait symbolique, c'est... Les aides sont à peu près les mêmes pour tous les exploitants, vous voyez, du plus petit au plus grand. Ce qui, pendant le Covid, a été bien, etc. Mais maintenant, peut-être qu'il faudrait donner, je sais pas moi, 20%, indexer à la fragilité du lieu.
C'est-à-dire tous ces cinémas qui font du cinéma d'auteur, hein, et ce n'est pas péjoratif, bon sang de bois, non mais et qui font un travail incroyable, qui invitent des cinéastes chez eux, qui créent des débats, qui essayent que leur cinéma soit des lieux de vie. On pourrait les aider, ne serait-ce qu'un tout petit peu plus que les multiplexes, qui de toute façon eux programment des films qui vont dans le sens du marché et qui normalement ont moins de problèmes d'entrée. Enfin, ça pourrait être régulé assez rapidement, mais pendant une courte période pour relancer la machine. Alors effectivement, si on parle de relance et de mesures, il y a la question des films qu'on aide, de quel type de cinéma on parle. Je vous propose une réaction, c'est à propos de cette exception française dont vous parliez tout à l'heure, Philippe Carcassonne, c'est l'actrice, on va dire, belgo-française, puisqu'elle est belge avant d'être française, Virginie Efira. C'était lors de l'appel aux États généraux du cinéma, elle intervenait en visioconférence et finalement elle témoignait de son arrivée en France. Quand je suis arrivée en France, bon, c'était pas un long voyage, c'était pas d'un exotisme fou, mais quand même, j'avais jamais vu autant de salles de spectacle et de salles de cinéma. Des petites, des grandes, des cinémas d'arrêt d'essai, partout, cette possibilité de tout voir, d'avoir accès à tout, au divertissement populaire, mais aussi à des chemins de fiction plus particuliers, plus personnels, parfois plus audacieux, plus risqués aussi, plus aventureux. Et c'est là que quelque chose se joue, parce qu'il y a des films qui vous transforment, évidemment. Des films qui vous aident à voir plus grand, qui vous aident à vivre, à comprendre, à voir l'autre, à espérer. Des films qui vous choquent parfois aussi, en tout cas des films qui résistent à l'uniformisation qui, elle, peut juste vous aider à faire la sieste. Et donc, cette résistance à l'uniformisation, pour moi, c'est une idée de résistance française qui passe par la culture, par la diversité, par la pluralité de regards, de perceptions, de goûts, et qui passe par un système de financement qui n'a pas que la rentabilité comme critère, par un CNC indépendant. Vous vouliez réagir? Amen. Amen, au mot près. Mais oui, au mot près, parce que c'est bien ce qu'elle dit, elle fait la différence. Genre, le cinéma, c'est ça, c'est exactement ça, c'est la diversité, et le public qui va au cinéma, c'est aussi la diversité. Et il y en a qui vont au cinéma pour de l'entertainment, pour du divertissement, bien sûr. Et heureusement qu'il y a des films qui sont faits pour ça. La question n'est pas de contester les gros films à gros budget, etc. Mais il y a aussi des gens qui vont et qui pourraient avoir envie de retourner au cinéma pour des expériences de vie, pour des expériences émotionnelles, pour que ça change leur vie. Il y a même des gens qui font les deux. Et il y a même des gens, c'est incroyable. Et bien voilà, mais tous plus ou moins, on est ça. Évidemment. Et même ceux qui, pendant un moment, là, se sont mis à regarder des plateformes, je pense qu'ils se sont mis à regarder des plateformes en regardant d'un côté un teen movie un peu pourri, mais parce que juste avant de dormir, comme dit Virginie Efira, et qui ont profité de films de patrimoine en queue de programme là, et qui, moi je connais des adolescents qui ont découvert François Truffaut sur Netflix, donc rien n'est condamnable en soi. La chose, elle est de réconcilier toutes ces choses-là en fait. Fanny Herrero, est-ce que si on parle d'un plan ou d'une action politique, c'est ce qui nous réunit aussi à la suite de cet appel aux États généraux, est-ce que c'est un risque pour vous? C'est-à-dire que l'action publique puisse aboutir à cette uniformisation, qu'on souhaite ni les uns. Vous voulez dire la non-action publique? Ou la non-action publique. Oui, mais ça peut être une action publique qui favorise, bon, on va simplifier les blockbusters, les gros studios, les gros films. Oui, bien sûr, c'est un risque. Bien sûr, c'est un risque. Et on le voit bien, je veux dire, on le voit dans la presse, comment à un moment, le fait que ça se concentre entre les mains de quelques-uns, c'est pas tellement bon pour nous collectivement, on s'en rend compte, c'est pas bon pour nos démocraties en fait, c'est pas bon pour nous en tant qu'individus, c'est pas bon pour nous en tant que société. Donc pour moi le risque il est là, et encore une fois je parle d'un endroit où moi-même grâce à Netflix, 10% a voyagé dans le monde entier et c'est génial, j'en suis extrêmement heureuse. Et puis j'ai créé une autre série qui s'appelle Drôle sur Netflix aussi. Et en fait, je sais, moi, créatrice de séries, moi je travaille dans les séries, pas dans le cinéma. Ces plateformes-là, elles nous font du bien à nous créateurs. D'un coup, ça a créé un appel d'air très très grand dans nos pratiques. On n'avait que 5 guichets en France, nous, quand on écrivait des séries. Maintenant, on en a 12. Donc c'est d'une certaine manière, c'est génial. Et les talents, il y a une porosité. Les talents, totalement. ils vont du cinéma aux séries. Voilà, il ne faut pas du tout opposer les plateformes et le cinéma. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, par endroits, ça nous fait du bien aussi, et ça crée une émulation, et ça crée de la concurrence, et ça nous tire vers le haut. Mais à un moment, ces groupes-là, voilà, si on parle de ça, des plateformes, ou alors des grands groupes même du cinéma, c'est-à-dire que ça concentre entre les mains de quelques-uns trop de pouvoir. Et c'est bon pour personne. Pour moi, c'est un peu comme... par ailleurs, je viens aussi d'un milieu sportif, mais la métaphore que j'utilise parfois, c'est un peu comme si soudain on disait... tous les petits clubs là qui font de la formation,
ça fatigue en fait, oh là là, ces petits villages là, avec leurs petits clubs de foot nuls, on va pas les aider, on va aider que les gros centres de formation des grosses villes. Non, c'est absurde. En fait, il faut absolument laisser émerger des talents qui viennent d'endroits plus modestes, plus étroits, mais qui finalement nourrissent tout un écosystème. Et juste une question, oui, est-ce que le public est assez grand pour l'offre qui elle-même devient protéiforme? Parce qu'il y avait beaucoup moins d'offres avant, il y avait moins de cinéma, il y avait moins de films, il n'y avait pas de plateforme, et il y avait quasiment, la démographie française n'a pas complètement explosé. Donc il y a ce rapport-là aussi. Est-ce qu'il y a assez de public pour cette offre-là? Il y en a peut-être assez si on respecte la chronologie des médias. Ah bon, ça tombe bien, on va en parler de la chronologie des médias. Voilà une perche que vous me tendez, et je propose à Jérémy Heinzmann de nous rejoindre tout de suite, parce qu'on va parler, Jérémy, vous pouvez venir, on va parler des plateformes, on les a longuement évoqué depuis le début de ce débat, et ça va nous amener à la chronologie des médias. Mais d'abord, quelques chiffres pour parler des plateformes. Allez-y. Oui, vous allez le voir, quelques chiffres illustrent bien l'impact quand même du streaming sur la baisse de fréquentation des salles de cinéma. Et selon une étude IFOP publiée en mai dernier pendant le Festival de Cannes, 55% des Français déclarent être abonnés à une plateforme de vidéo à la demande. Et surtout, 41% des abonnés à ces plateformes affirment se rendre moins souvent, voire plus du tout au cinéma. La crise du Covid a renforcé cette montée en puissance des plateformes. 32% des sondés ont souscrit à une offre de vidéo à la demande pendant les périodes de fermeture des salles. Aujourd'hui, parmi ces plateformes, c'est Netflix qui rafle la mise en France, avec plus de 10 millions de foyers abonnés en 2022. Et le marché du streaming va continuer de s'agrandir avec l'arrivée de 2 nouvelles plateformes à la fin de l'année, Universal Plus et Paramount Plus. Et donc on en parlait, l'un des aspects de cette concurrence, c'est la chronologie des médias. Oui, tout à fait. En fait, cette chronologie, pour expliquer, en fait, elle régit les dates auxquelles les films peuvent être diffusés sur les plateformes ou à la télévision dans les mois qui suivent leur sortie au cinéma. En janvier dernier, un nouvel accord est signé avec les pouvoirs publics. Canal+, par exemple, peut diffuser les films 6 mois après leur sortie en salle, contre 8 mois auparavant. 6 mois également pour OCS, 15 mois pour Netflix au lieu de 36 mois, et 17 mois pour Disney+ et Prime Video. C'est un accord assez polémique, dénoncé notamment par Disney, qui a fait pression en menaçant de diffuser le film à gros budget Black Panther 2 uniquement sur sa plateforme de streaming et non dans les salles de cinéma, très dépendantes, elles, des recettes justement des blockbusters. Alors, après plusieurs négociations, le film sortira bien sur grand écran en novembre, en échange d'une modification de la chronologie des médias, certainement plus favorable aux plateformes. Et c'est difficile de se fâcher complètement avec ces plateformes, parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure, elles financent en partie le cinéma français. Oui, on l'a dit, en fait, depuis 2021, Netflix, Disney, Amazon, Apple doivent consacrer 20% de leur chiffre d'affaires en France sur le financement de la production d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques, un engagement pris avec le CSA et qui représente quand même 250 à 300 millions d'euros par an. Merci beaucoup pour ces détails. Guillemette Odissino, qu'est-ce qui se joue avec ce bras de fer là sur la chronologie des médias? D'abord, je voudrais dire une petite chose. Je pense que si... Oui, bien sûr. Non, allez-y. Je pense que Black Panther 2, ils finissent par le sortir en salle, c'est aussi parce qu'il faudrait juste rappeler un petit truc, c'est que le cinéma en salle, ça rapporte. Il faut arrêter aussi de penser. Ça peut rapporter énormément. Ils sont quand même pas idiots. Ils font un bras de fer, mais ils savent que Black Panther 2, dans les salles du monde entier... Je vais être vulgaire, mais ils vont se faire un max de thunes. Oui. Donc, faut pas non plus... ils le savent très bien, ça. Et après, l'histoire de la chronologie des médias, c'est justement ça. Évidemment, j'allais vous dire, même moi, si on me propose le même film, le même jour, en salle et sur Netflix, sur mon canapé, comment résister? C'est difficile. Bien sûr que c'est difficile. Donc, il faut préserver cette distance de diffusion. Il faut même la réglementer, à mon avis. Il faut arrêter de descendre les... Enfin, là, ça devient ridicule. Alors, 17 mois pour ceci, de 12 mois et demi pour cela. Bientôt, ça va se compter en secondes. Enfin, c'est ridicule. Il faut réglementer. Et après, de toute façon, les plateformes, elles ont besoin du cinéma pour se composer de très beaux catalogues.
Parce qu'aujourd'hui, quand vous vous mettez sur Netflix, alors il faut beaucoup zapper, aller dedans partout, là, pas regarder le moteur de recherche qui n'a jamais compris vos goûts. Oui, qui essaye de vous enfermer. Mais je sais pas il a rentré quoi comme critère, mais c'est pas nous, mais bon. Et à la fin de la queue de la liste, là, il y a tout d'un coup un film d'auteur, ou qu'on a envie de revoir, ou qu'on n'avait pas eu le temps de voir en salle, là oui, mais à culpa. Et voilà, chaque beauté de cinéma a son endroit et à son moment. Philippe Carcassonne, vous vouliez réagir Oui, je voulais réagir sur 2 points qui méritent d'être un petit peu nuancés. D'abord, l'obligation d'investissement des plateformes, le chiffre qui est donné est globalisé, cinéma et audiovisuel. Le cinéma ne représente que 20% de ce montant, et à l'intérieur de ces 20%, il y a aussi ce qu'on appelle les achats par opposition au préachat, c'est-à-dire les vieux films, ou les films pas frais en tous les cas. Donc l'injection réelle d'argent de la part des 2 plateformes qui ont signé, en l'occurrence Netflix et Amazon Prime Video, l'injection dans la nouvelle création française, elle est bon an, mal an, et très avantageuse de Netflix en l'occurrence, de l'ordre d'une 30aine de millions. C'est-à-dire que OCS... C'est 10 fois moins que ce qu'on évoquait. Oui, donc ça va où alors les autres... ça va essentiellement sur les séries. D'accord. Et le secteur audiovisuel de manière générale. Donc ça veut dire des séries produites, pour le coup, produites en France. C'est ce que ça. C'est ce qui n'est pas. Ce qui est bien. Ce qui va faire travailler les professionnels aussi du cinéma. Il ne s'agit pas du tout d'opposer les séries et le cinéma, mais là, en l'occurrence, on parle du cinéma et de la crise qui traverse le cinéma. C'est sûr que les problèmes de salle ont moins concerné les séries. Et ce qui n'a rien à voir avec l'obligation que le gouvernement avait donnée à Canal+ à l'époque d'aide du cinéma français. Là, il balançait 30% au cinéma français, à la création du cinéma français, et voilà. Donc ça n'a rien à voir. Donc dans la production cinématographique actuelle, le poids des plateformes est à peu près comparable à celui d'OCS. Donc très loin derrière Canal+. Donc c'est très peu. Le deuxième point que je souhaitais nuancer, c'est que notre jeune ami a dit que Disney avait fini par va sortir effectivement Black Panther dans très peu de semaines, en échange d'une modification de la chronologie des médias. C'est pas exactement comme ça que ça se présente. Il y a eu une réunion le 4 octobre au CNC avec tous les parties concernées, et Disney a considéré, ou feint de considérer, que une volonté suffisamment collective s'est dégagée pour qu'on réenvisage, au moment de la clause de revoyure qui est prévue dans les décrets, en février prochain, qu'on réenvisage, qu'on réexamine cette chronologie des médias. Ça ne veut pas dire qu'on va la modifier, et ça ne veut pas dire non plus qu'on va la modifier dans leur sens. Ils ont écrit un communiqué très rigolo, après tout c'est Disney, c'est normal qu'il soit rigolo, sur le fait que tous les acteurs, ou la majorité des acteurs du secteur, étaient d'accord pour que cette chronologie soit révisée complètement. Alors je ne sais pas si les acteurs du secteur pour Disney c'est Mini Petite Souris ou l'oncle Picsou, mais en tout cas ça n'est pas les producteurs, c'est pas les distributeurs, c'est encore moins les exploitants. Donc ils n'ont pas entendu la même chose que vous dans cette réunion, c'est ça? Il y a dû avoir effectivement... les très grands groupes, ils entendent rarement la même chose. Je voudrais qu'on parle des talents un peu avec vous, Fanny Herrero, sur... on parlait de porosité, ça c'est très bien, mais est-ce qu'il y a un risque que ces plateformes, avec leur puissance de feu, leur puissance financière, finissent par siphonner les talents, et notamment des talents qui irriguent le cinéma d'auteur, ou cette variété du cinéma français? Est-ce qu'il y a un risque? Bah oui, il y a un risque. C'est arrivé aux États-unis. Aux États-Unis, c'est déjà le cas en fait. Le cinéma indépendant américain va pas très bien pour toutes les raisons évoquées, mais aussi parce que c'est un euphémisme et voire disparaît en fait, parce que effectivement les gens vont travailler sur les plateformes et c'est vrai qu'en France, moi ce que j'observe, c'est que les plateformes, enfin dans les séries, il y a aussi toujours l'attractivité d'aller prendre un réalisateur qui vient du cinéma, parce que il va bénéficier d'une image, d'une compétence, d'une expérience. Et nous, Français, on sait ce que ça suppose d'arriver à être un réalisateur reconnu. Ça veut dire avoir fait 1 film, 2 films, 3 films. Et peut-être que ces premiers films-là, ils n'ont pas forcément bien marché, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui ait marché. Et là, on est repéré. Et puis alors, du coup, on peut passer sur une plateforme. Mais du coup, c'est pour ça aussi, pour dire qu'il y a une transversalité. C'est que le système qui a permis à ces réalisateurs-là d'émerger, le système qui a permis à des techniciens d'être compétents, en fait, d'avoir une compétence incroyable. En France, on a une compétence incroyable pour fabriquer nos films.
ce serait extrêmement dommage que ce vivier-là n'aille que sur les plateformes et ne puisse plus continuer d'exister correctement. Personne n'en parle, mais c'est quand même pas du tout la même expérience de regarder un film, aussi grand soit-il, dans son canapé que dans une salle de cinéma. Enfin, il y a ça aussi, quand on parlait de communication, de campagne de communication, il faut expliquer ça aux gens quand même. Enfin, on peut à la fois regarder Netflix et aller au cinéma, mais pour moi, ça n'a rien à voir. C'est absolument différent. C'est comme écouter ouvrir un livre ou l'écouter de façon narrative sur un podcast. Enfin, c'est-à-dire ça n'a rien à voir. Ce sont des expériences de vie qui sont totalement différentes. Et je pense que peut-être axer et de redonner du désir justement au public, ça peut être aussi une piste. Ah bah, clairement. Oui. Avec des films... c'est la coïncidence est merveilleuse, mais Virginie Efira... quand vous voyez, elle est à l'affiche de quoi en ce moment? De 2 films qu'on peut estimer être des films d'auteur. Qui sont des succès tous les deux. Qui sont des succès tous les deux. Revoir Paris et Les Enfants des Autres de Rebecca Zlotowski, et Alice Vinocourt pour Revoir Paris. Et en même temps, cette actrice, elle est une chair que le public français reconnaît comme sienne. Il y a quelque chose qui se passe. C'est une chair désirable. Le public a envie d'aller voir les aventures de Virginie Efira au cinéma ou les aventures de Roche Dizem. Donc le désir, il est possible. Et après, mais c'est vrai qu'il faut que les acteurs et les techniciens soient dispo. Parce que en plus du vivier qui peut être happé par le vivier de talent, c'est aussi la disponibilité. Il y a des fois, vous avez des cinéastes qui veulent tourner avec certains acteurs ou certaines actrices, ou avoir un chef opérateur précis ou un technicien précis, eh ben, ils ne peuvent pas, parce que cette personne est prise et réservée et mise sous clé pendant 6 mois par une série. Alors, par une plateforme. Je voulais juste amplifier ce qu'a dit Fanny Herrero, qui me paraît très juste sur le fait que le vivier des séries vient du cinéma. Et rappeler qu'il n'y a aucune nécessité d'opposer la pratique de la série à celle du cinéma. Ce qu'il convient par contre... Donc nous, on n'a aucune démarche d'hostilité à l'égard des plateformes. On a en revanche une méfiance à l'égard des conséquences qu'une certaine compétitivité entre ces mêmes plateformes entraîne, ne serait-ce qu'en termes de calendrier. Moi, j'ai eu la curiosité, par exemple, comme beaucoup de gens, comme énormément de gens dans le monde, j'ai regardé et énormément aimé de Squid Game, une série Netflix, pas en anglais, qui est le plus gros succès d'une série non anglophone. Bon. Ever. C'est une série coréenne, si une série coréenne. Et j'ai trouvé ça formidable. Et j'ai dit bravo Netflix. Je vais m'arrêter d'en dire du mal parce que s'ils font une chose comme ça, c'est vraiment formidable. Puis je suis quand même allé un petit peu fouiller et j'ai vu que, alors je sais qu'il y a beaucoup d'homonymie en Corée, mais là en l'occurrence je crois que c'est pas le cas. Il se trouve que le scénariste il est tout seul, il s'appelle Monsieur Wang. Le réalisateur il est tout seul, il s'appelle Monsieur Wang. Le producteur il est tout seul, il s'appelle Monsieur Wang. Et le showrunner il est tout seul aussi, il s'appelle Monsieur Wang. Donc c'est l'œuvre d'un seul homme. Simplement il a mis 6 ans. Alors si aujourd'hui, vous pratiquez plus les plateformes que moi, mais si aujourd'hui on vous passe commande chez l'une de ces plateformes et que vous dites oui d'accord ça m'intéresse mais rendez-vous dans 6 ans, je suis pas sûr que ça fasse la blague. Ouais. Fanny Herrero, si on compare un peu l'économie des deux systèmes ou du cinéma et des plateformes, c'est quoi la principale différence? Parce que c'est intéressant, sur 10%, la première saison, c'est France Télé, et à partir de la saison 2, il y a Netflix qui rentre dans la danse. Oui, ça arrive parfois. On peut être sur une chaîne et puis avoir une deuxième fenêtre, bien comme sûr. On dit. Et là, en l'occurrence, depuis l'arrivée de Netflix, ça se produit. La principale différence, une série est financée à 90% par le diffuseur. Donc en fait, c'est vraiment un lien étroit entre nous, l'équipe de création, les producteurs, les auteurs et le diffuseur, donc la chaîne ou les plateformes. Et du coup, le diffuseur est puissant en fait, c'est-à-dire qu'il peut aussi intervenir, nous faire. Donc nous, par exemple, scénaristes de télé, on est rompu à l'exercice de recevoir des notes, on a hyper l'habitude de ça, on sait composer avec ça. Au cinéma, pour financer un film, il faut, vous le savez mieux que moi, 8, 10, 12. Il faut s'adresser à 8, 10, 12 guichets en fait, qui vont être public, privé, enfin toutes sortes de façons de financer un film et qui font qu'à la fin, en fait, ce qui va fédérer tous ces gens, c'est la vision d'un créateur, en fait, enfin la vision quand même d'un réalisateur et accompagné d'une équipe artistique. Et donc ça crée quand même une différence, c'est vrai, ce qui fait pencher les séries du côté de quelque chose
un peu plus industriel, même si moi j'aime à défendre l'idée que dans les séries aussi il y a de la vision d'auteur et que les séries d'ailleurs on met tout ça dans un gros panier. Ouais. En fait les séries ça veut un peu rien dire, il y a toutes sortes de séries. D'ailleurs comme il y a aussi toutes sortes de plateformes, elles n'ont pas toutes la même ligne, enfin quand elles ont une ligne, parce que des fois on se perd, pas toujours très clair, mais en gros ouais voilà, il faut faire attention à pas non plus tout stigmatiser, mettre tout dans le même panier. Bien sûr, merci beaucoup, c'est passé trop vite, mais un grand merci à tous d'avoir participé à ce débat. Allez au cinéma, évidemment, je ne peux pas terminer cette émission sans vous donner l'injonction d'aller au cinéma dès ce soir, dès ce week-end. Profitez-en, il y a de très bons films, et notamment le film Les Enfants des Autres avec Virginie Fira, qui est un petit bijou. Voilà, merci à tous d'avoir participé à cette émission. Demain, un rendez-vous sur notre antenne, rendez-vous politique dans la matinale. Oriane Mancini reçoit Vladimir Fedorovski, diplomate et écrivain russe. Belle soirée à toutes et à tous. Salut.